Bien, nous allons reprendre. Donc, Caroline Postelvinet est directrice de recherche au CERI, spécialiste du Japon et des relations internationales sur cette terre donc nord-asiatique. Durant les réunions préparatoires au congrès, elle nous a promis de jeter quelques pavés dans la mare. Et donc, elle va nous parler des disciplines versus ère culturelle, histoire d'un partage. Voilà. Je voudrais quand même remercier toute l'équipe de l'Institut des Amériques d'avoir organisé ça, parce que je dois dire qu'il y a eu quand même une certaine persévérance de votre part, Jean-Michel Blanquer en particulier, de pousser et maintenir cette idée de colloque et d'aller au-delà de l'Amérique latine et de venir nous parler à nous autres des autres coins du monde et de différentes disciplines. Donc je vous remercie à la fois pour cette entreprise et de m'avoir mis dans cette créneau dangereux de la fin de la journée. Ce que je voudrais faire, c'est donc, comme le titre l'annonce, vous parler du partage entre les disciplines d'un côté et les aires culturelles de l'autre, et on va garder le terme ère culturelle pour le moment, puisque après tout, c'est quand même aussi le nom du colloque. Étant entendu que s'il y a partage, c'est qu'il y a implicitement aussi une division entre des disciplines qui seraient généralistes, universelles, le terme a été prononcé plusieurs fois d'une part, et des aires culturelles qui seraient particularistes, voire culturalistes, le mot a été lâché également, en tout cas qui n'auraient pas de fondement universaliste. À mon sens, pour avoir un peu étudié l'épistémologie des aires culturelles, ce partage renvoie en fait à deux grands moments de l'histoire occidentale, et plus précisément deux moments de la relation de l'Occident avec le reste du monde. Il s'agit d'une part de la fin du XIXe siècle et d'autre part la Seconde Guerre mondiale. Donc fin du XIXe siècle, il y a un moment de, entre autres, modernisation de l'économie du savoir européen et bien sûr de l'impérialisme européen, premier moment. Et deuxième moment, le milieu du XXe siècle, un moment où on voit les prémices d'un épuisement du projet colonial et par ailleurs une écriture du monde qui est reprise par la puissance américaine. Alors, sur ce premier moment, la fin du XIXe siècle, en fait le dernier tiers du XIXe siècle, que des historiens économistes comme Kevin O'Rourke, Richard Baldwin, Susan Berger, etc., en France, Philippe Martin, ont appelé la première mondialisation, ou notre première mondialisation dans le cas de Susan Berger, c'est-à-dire un moment d'intense flux, échange de biens, de personnes, d'idées, etc. Donc, selon les historiens économistes, je ne vais pas rentrer dans ce débat sur est-ce que c'était la première, est-ce que c'était la deuxième, bref, selon les économistes, c'est notre première mondialisation qui correspond à un double mouvement en Europe, qui est d'une part la modernisation des États, de l'intérieur des États, et modernisation qui touche à des tas de domaines, y compris la production et la diffusion du savoir, et d'autre part, donc, l'expansion impériale. Et le second moment correspond non pas à la guerre mondiale elle-même, mais le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe, où on va assister à un vrai basculement de la pensée géographique et plus précisément à un basculement du répertoire de la géographie politique. Alors, voilà le cadre. Et ensuite, je voudrais aborder quelques questions évidemment plus contemporaines, étant entendu que cet héritage-là a un impact direct sur les questions qu'on peut se poser aujourd'hui et qu'on a déjà posées un peu ici. Alors, revenons d'abord à cette fin du XIXe siècle. Ce que je voudrais dire tout de suite aussi, pour le raccrocher au débat, c'est que cette fin du XIXe siècle est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui, et je dirais même d'actualité brûlante, tout particulièrement en Asie orientale, et on le voit en Chine.
ce best-seller de Wang Zheng, N'oublions jamais l'humiliation nationale, qui est sorti dans la fin des années 90 et qui est tout à fait d'actualité, est une illustration de ce débat et de cette actualité de la fin du XIXe siècle. Parce que vous avez tous entendu parler des controverses historiques autour de la guerre du Pacifique entre le Japon et ses voisins chinois et coréens. Mais il y a un débat qui remonte, enfin il y a des controverses historiques qui remontent à avant la guerre du Pacifique et qui remontent à la première guerre de l'opium, donc 1839. Et ce qu'on voit, c'est là, à travers ce livre et ce mouvement, donc c'est devant le musée, la photo, je vous ai montré la photo de la couverture du livre, où on voit les enfants devant le musée mémoriel de l'humiliation nationale. C'est donc la volonté de reprendre le contrôle de l'histoire et de se rappeler du siècle de l'humiliation qui aurait commencé avec la première guerre de l'opium en 1839 et qui se serait achevée en 1949 avec la victoire de Mao Tse-tung. Mais alors ça, en Chine, c'est particulièrement visible. Il y a ce livre, il y a des tas de débats, il y a le mémorial de la guerre de l'opium, etc. Mais on le voit en fait un peu partout dans ce débat du post-colonial, dans très récemment les commémorations de la Première Guerre mondiale. On le voit dans ces revendications mémorielles qui toutes finalement visent non pas à finalement entrer dans l'histoire, comme disait notre précédent président de la République à propos de l'Afrique, qui finalement entrerait dans l'histoire. Non, c'est de rappeler qu'on a toujours été dans l'histoire, mais simplement il faut le rappeler. Et ça, ce débat, ces controverses, cette espèce d'intérêt pour l'histoire et surtout de raconter son histoire, tout ça résonne singulièrement avec le sujet du jour sur les aires culturelles et finalement aussi sur les interrogations qui ont émergé, en fait, il y a déjà 25 ans, au moment de la fin de la guerre froide, sur le sens des aires culturelles ou aux États-Unis, on parlait de la question des area studies. Juste après la fin de la guerre froide, je vais revenir sur ce moment. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, ce n'est pas parler strictement de l'origine des aires culturelles, ni strictement de l'émergence des disciplines en elles-mêmes, mais vraiment de l'articulation entre les deux, entre aires culturelles d'une part et disciplines d'autre part. Comme on le sait, et puis maintenant ça a été assez dit dans les différentes interventions, l'étude des savoirs orientaux en Europe existe depuis fort longtemps, depuis que les Européens voyagent et commercent au-delà de l'Europe, et notamment depuis cette autre période de forte intensité d'échanges. C'est en fait une autre mondialisation, forte intensité de circulation des personnes, des biens, des idées, qui est le XVIe siècle, des grandes conquêtes, des grands voyages, du prosélytisme, de l'ouverture des routes du commerce. Tout ça a été rappelé et évidemment, c'est dans ce contexte-là que l'INALCO, l'institution qui nous reçoit aujourd'hui, a été créée au milieu du XVIIe siècle, mais aussi à Oxford, à Cambridge, en Angleterre, se sont créés à peu près au même moment, un peu avant l'INALCO, des chaires d'études orientales. Donc, ce qui a fait le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui les aires existe depuis fort longtemps, et de même les disciplines existent depuis fort longtemps. Les disciplines qui n'avaient pas ce nom-là, mais si vous voulez, les savoirs au sens de l'observation savante de la nature, observation savante du corps humain, des activités humaines, non humaines, bref, une observation qui est aussi organisée, codifiée, répertoriée. Tout ça pour dire que les disciplines comme les aires, prenons ces termes contemporains, existent sous une certaine forme bien avant le XIXe siècle. En revanche, l'articulation entre les aires et les disciplines, cette rencontre entre les aires et les disciplines à la fin du XIXe siècle, va prendre une signification particulière. Parce que c'est à ce moment précis que l'on voit nettement se dessiner ce partage entre discipline et aires, que j'évoquais au début, ce partage qui serait en fait une division entre deux vocations
supposé du savoir, c'est-à-dire d'un côté les sciences dures, les sciences sociales et humaines, qui seraient positives, rationnelles, universelles, donc terme à mettre entre guillemets, d'un côté les sciences, de l'autre les aires culturelles qui donneraient accès à la connaissance de l'autre avec un grand A, l'autre qui est essentiellement exotique, singulier dans tous les sens du terme. C'est à ce moment-là qu'on voit cette division-là, non dite implicite, entre les sciences dites universelles, généralistes d'un côté, et les aires culturelles, voire culturalistes de l'autre. Alors, que s'est-il passé? Parce que ça, je crois que c'est vraiment là qu'il faut s'interroger. Que s'est-il passé? Comment s'est produite cette division? Je crois qu'il est vraiment important, on ne l'a pas vraiment assez fait cet après-midi, et je pense à une certaine intervention en particulier, on n'a pas historicisé les disciplines elles-mêmes. On a historicisé les aires, mais on n'a pas historicisé les disciplines. Or, ça me paraît important, utile, voire urgent de le faire également. Ce qu'on voit à la fin du XIXe siècle, c'est une professionnalisation des pratiques universitaires en Europe et en Amérique du Nord, une professionnalisation qui transforme la production du savoir, qui transforme les métiers et les institutions, et en particulier dans le domaine des sciences sociales et humaines, lesquelles d'ailleurs vont prendre ce nom à ce moment-là. Au XIXe siècle, c'est là qu'on parle de sciences sociales, tout d'un coup. Elles prennent le mot de science, le qualificatif de science. Alors, je pense que certains d'entre vous savent que Pierre Bourdieu avait imaginé faire une vaste entreprise d'écriture de l'histoire des sciences sociales depuis la fin du XIXe siècle, qui a été plus ou moins repris par ses disciples. En fait, il y a déjà beaucoup de travaux, un peu dispersés d'ailleurs, sur ce sujet, sur l'histoire de l'émergence des sciences sociales à la fin du XIXe siècle. Et ce qu'on voit déjà dans ces travaux, c'est qu'il y a eu donc une disciplinarisation, horrible terme qui, je crois, n'aime pas dans le dictionnaire, des savoirs, c'est-à-dire en gros, transformation des savoirs en discipline. Il y a eu donc la transformation des savoirs en discipline, également des inventions de nouvelles disciplines comme la sociologie, comme l'économie, qui a été organisées en disciplines. Et cette invention disciplinaire à la fin du XIXe siècle s'est accompagnée aussi d'une création institutionnelle, comme par exemple l'école pratique des hautes études. L'école pratique des hautes études qui est fondée en 1868 avec le soutien du gouvernement français. Donc la fondation par l'État, d'ailleurs, cette fondation par l'État français de l'EPHE, de l'école pratique des hautes études, est une très bonne illustration de ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire une dynamique qui d'ailleurs existe pas simplement, enfin qui existe en France, mais dans la plupart des pays européens de l'époque, à savoir qu'il y a une imbrication entre un mouvement général de modernisation de l'État, d'un côté, et une transformation de l'économie du savoir elle-même. C'est-à-dire que dans ce contexte, l'éducation et la recherche, mais c'est vrai aussi de la santé, rentrent dans la sphère publique. C'est à ce moment-là qu'on crée un peu partout en Europe, qu'on voit émerger des ministères de l'éducation nationale. Ça n'existait pas avant. Et puis d'autres pays vont imiter et créer leur ministère de l'éducation nationale. On voit ça un peu partout en Europe. Et donc l'idée que l'éducation et la recherche devient un bien public arrive à ce moment-là, mais l'État investit aussi dans la création de nouvelles disciplines, le développement de nouvelles disciplines. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est l'école publique obligatoire, mais beaucoup d'autres choses. Alors, c'est intéressant parce que c'est au même moment qu'on va créer, on va former les sujets éclairés des États modernes européens. Au même moment, les armées européennes vont mener leur guerre coloniale un peu partout dans le monde. Donc, j'ai trouvé assez amusant d'aller des petits-enfants chinois d'aujourd'hui qui se rappellent le début du siècle de l'humiliation et les petits-enfants du début du siècle de l'humiliation vus par les Chinois. Et là, bien sûr, on est dans une école française tout à la fin du XIXe siècle. Alors, tout en se modernisant, ce petit va-et-vient là entre les deux photos m'amène à rappeler que tout en se modernisant,
Donc en produisant une nouvelle économie du savoir avec des disciplines, des nouvelles institutions, des nouvelles écoles, etc., les États européens projettent, et vraiment littéralement projettent, leur civilisation dans le monde. Alors quand je dis civilisation, je fais référence effectivement à ce standard de civilisation. Comme vous savez, c'est un terme juridique qui était utilisé pratiquement jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, enfin jusqu'à l'entre-deux-guerres, qui faisait d'abord référence concrètement à un état de droit, l'état de droit tel qu'il existait en Europe et en Amérique du Nord, mais plus généralement les codes et les normes occidentaux, codes et normes que les pays non occidentaux doivent adopter s'ils veulent avoir leur place dans la nouvelle société internationale. Et c'est évidemment une question qui se pose en particulier pour les pays non occidentaux et non colonisés, bien sûr les pays latino-américains, pour entrer dans les nouvelles grandes organisations internationales qui se créent à l'échelle de la planète, mais pour des pays comme, qui ne sont pas colonisés non plus et pas occidentaux non plus, comme le Japon, comme la Chine, comme Siam, future Thaïlande, comme la Perse, futur Iran. Alors, ce standard de civilisation a beaucoup de dimensions, c'est-à-dire que c'est un système judiciaire moderne, mais c'est la santé publique, c'est aussi l'éducation nationale, etc. Et ce sont des répertoires scientifiques codifiés qui vont eux aussi, nos fameuses disciplines généralistes, s'imposer au-delà de l'Europe et de l'Amérique du Nord. J'en prends deux pour vous montrer le sens de cet impact. L'histoire. Donc l'historiographie européenne, avec son découpage spécifique, l'ère chrétienne, le Moyen-Âge, la Renaissance, les temps modernes, tout ça, va être, par exemple au Japon, avidement importé, mais aussi pratiquement dès le départ contesté, et beaucoup plus aujourd'hui, et ça reste, voilà où on rentre dans le débat plus concret, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'utilité d'un bagage conceptuel, mais aussi contestation évidente, c'est quoi l'ère chrétienne, c'est quoi le Moyen-Âge, c'est quoi la Renaissance, et bien sûr beaucoup d'autres aspects et questions de l'historiographie. L'histoire, c'est le cas de la géographie aussi. La géographie dont on a parlé, avec sa nomenclature propre, et précisément sa cartographie, et précisément sa notion de continent. Hein, on a rappelé que les continents portent tous des noms tout à fait européens. Bon, Amerigo Vespucci, bien sûr, mais Europe, Afrique, Asie, tout ça sont des noms tout à fait inventés en Europe. Et cette notion de continent qui va recouper celle de civilisation, comme l'INALCO, n'est-ce pas? Sauf que ce n'est pas la civilisation du standard de civilisation, mais les civilisations avec un petit c et avec un s au pluriel. Alors, pour ceux qui se situent à l'extérieur du lieu de production de ces savoirs, et notamment géographiques, je me fixe sur la géographie puisqu'on a vu qu'elle était quand même une entrée très importante pour comprendre cette histoire d'ère culturelle. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur, ça implique un très fort changement de perspective. C'est-à-dire c'est un vrai basculement d'identité géopolitique. Par exemple, je prends les Coréens au hasard. Les Coréens se trouvent jusqu'alors dans un monde qui est centré autour de l'autorité chinoise. Et leur vision du monde, elle est définie par les limites de cette autorité. Voilà une carte coréenne de la fin du XVIIIe siècle qui représente donc le monde sous le ciel. Le monde, le point rouge là, c'est bien sûr la Chine, l'autorité chinoise. Alors, ça ne veut pas dire que les Coréens, pas plus que les Chinois ou les Japonais, ont jamais entendu parler du reste du monde. Ils savent qu'au-delà, là, donc sur cette espèce de sphère, vous avez des provinces chinoises, ça va jusqu'au Tibet, etc. Vous n'avez pas le Maroc, l'Italie ou d'autres. On savait que ça existait, mais ça n'avait pas vraiment de conséquences pratiques, ni réellement épistémologiques et certainement pas politiques. Quand Matteo Ricci est venu en Chine parler aux autorités chinoises, il a dit « Bon, moi je viens d'Italie », les autorités chinoises pouvaient lui dire à ce moment-là « Parfait, mais ce n'est pas sur notre carte, donc vous n'existez pas, on s'en fiche ». Au XIXe siècle, c'est pas tout à fait pareil. C'est même plus, à la fin du XIXe siècle, on ne peut plus se passer de ce savoir. On ne peut pas se permettre de l'ignorer. C'est un savoir incontournable.
Et en fait, on passe d'une représentation du monde sous le ciel à une représentation totalement différente, qui est le monde des continents. Pour mes collègues japonologues, vous lirez Chikyu Bankoku Hozu. Donc, c'est la carte de tous les continents du monde, faite par un géographe japonais à la moitié du 19e siècle. Et cette carte, elle représente quoi pour pas simplement les lettrés, mais tous ceux qui vont peu à peu recevoir une nouvelle éducation? Elle représente une double provincialisation pour les Asiatiques, qui eux-mêmes ne s'appelaient pas Asiatiques, enfin ne se nommaient pas eux-mêmes Asiatiques jusqu'à ce jour. Une double provincialisation, provincialisation géopolitique, provincialisation intellectuelle. Parce que le système international sino-centré autour, celui-là, c'est plus ça le monde. C'est pas le monde qui compte, en tout cas. D'une part, ça devient juste, comme vous voyez, une partie du monde. Alors, c'est évidemment pas du tout la même chose sur le plan géopolitique. Et puis, les savoirs universels, donc première provincialisation, deuxième provincialisation, les savoirs universels chinois, mais arabes, etc. Savoir universel, parce que Jacques Legrand nous l'a rappelé, l'universel a été produit partout dans le monde. Eh bien, ces savoirs universels se trouvent provincialisés. Ils ne correspondent pas aux standards de civilisation. Hein. Donc, encore une fois, l'universel a été produit partout. Les Européens n'ont pas le monopole de l'universel, bien sûr. Mais la grande force de cet universalisme proposé par les Européens à ce moment-là, et qui est porté par ces nouvelles disciplines dites générales, ce n'est pas leur universalité intrinsèque. Bien évidemment, on n'arrivera jamais à prouver en termes abstraits cette universalité intrinsèque. Mais ce qui est très fort de la part des Européens à ce moment-là, et le fort, et je l'emploie le mot force avec tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on emploie aussi la force des mitraillettes, enfin plutôt des canons, bien évidemment, mais aussi bien le commerce, la technique, etc. C'est la capacité de faire coller l'ambition universelle à la planète, c'est-à-dire de mettre en correspondance l'universalisme proposé du standard de civilisation avec le globe physique lui-même. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est une idée très très forte. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une idée abstraite, mais que ça correspond très concrètement, physiquement, au contour du globe, voire au-delà du globe, la Lune, les planètes, etc. Et là, clairement, on a une confusion, enfin, c'est en tout cas une illustration parfaite d'une confusion entre le mot et la chose, hein, entre l'universel et l'univers. Ça, je pense que c'est ce qui manque un tout petit peu dans le débat des sciences sociales. C'est-à-dire qu'au fond, peut-être qu'on est en train de confondre le mot et la chose et qu'il faudrait déconstruire ce qu'on entend par universel. On va y revenir. En tout cas, c'est bien dans ce contexte de modernisation interne des États européens et de projection extérieure de leur nouvelle modernité que la connaissance de l'autre, là on va arriver aux airs, mais qui ne s'appellent pas encore airs, l'autre oriental, l'autre africain, etc., est réorganisé comme appendice rationnel de l'édifice des disciplines. Alors on ne parle pas encore d'air, on parle toujours d'études orientales ou africaines, etc., mais ce sont des études qui vont maintenant s'inscrire dans un ensemble de savoirs réorganisés. Et les Allemands vont être les premiers à réorganiser les choses. Ça, mon collègue en a parlé à propos des études latino-américaines, mais c'est vrai de l'Afrique. Ils seront les premiers à le faire pour l'Afrique également, d'organiser donc de manière intégrée à l'édifice rationnel scientifique du savoir, accolé aux disciplines. Et c'est seulement après que les Anglais vont suivre l'exemple des Allemands
et vont créer la SOAS à Londres, la School of Oriental and African Studies, en 1916 seulement, d'où d'ailleurs une petite différence à propos entre l'INALCO et la SOAS. On dit que la SOAS est l'INALCO anglais ou vice-versa, mais non, la SOAS s'inspire de la tradition allemande du 19e siècle, et l'INALCO, c'est une autre histoire, comme on sait. À ce moment-là, donc, se met en place cette configuration duale, discipline d'un côté et ce qui ne s'appelle pas encore les aires, mais les études africaines et orientales. Alors, dans un sens, l'articulation en elle-même, discipline versus aire, ne va pas fondamentalement changer jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'à peu près maintenant. Mais à une nuance près, et qui est finalement assez importante, qui est le contenu des aires. Le contenu des aires va évoluer sous l'influence des États-Unis, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que ça va s'appeler aire. Et j'arrive à mon second moment. Alors, selon l'épistémologie des aires culturelles, épistémologie d'ailleurs qui n'est pas très développée, hein, il n'y a pas tant d'études sur l'histoire des aires culturelles, etc., on a tendance à dire que les area studies, ce qu'on appelle les area studies, c'est essentiellement un produit de la guerre froide, ce seraient des catégories inventées par les États-Unis qui auraient d'abord fondé la soviétologie, l'étude de l'URSS, et puis qui auraient perdu leur sens à la chute de l'URSS, d'où la fameuse crise, effectivement, des aires culturelles, Area Studies Crisis, dans les années 90, auquel on a assisté, en effet. En vérité, si on regarde les choses d'un peu plus près, et c'est important de regarder les choses de façon plus précise, le concept d'Area Studies a une origine un peu plus ancienne, qui est liée non pas à la guerre froide strictement, mais avant ça à la préparation des États-Unis à entrer en guerre dans le Pacifique. Alors, il y a toute une histoire, j'ai regardé beaucoup d'archives, je ne peux absolument pas rentrer dans tout ce détail, mais en gros, à la fin des années 30, avant Pearl Harbor, avant que les Japonais attaquent les États-Unis, le président Roosevelt avait créé plusieurs comités d'experts qui étaient chargés d'étudier le terrain des théâtres militaires où probablement l'armée américaine allait s'engager. On est au fin des années 30. Avec cette initiative, une vaste collecte d'informations s'organise à l'échelle des États-Unis, sur les pays du Pacifique d'abord, collecte dans laquelle vont être mobilisés bien sûr d'abord les experts, les universitaires, etc., mais plus généralement, et ça c'est bien américain, les citoyens, on va appeler les touristes qui seraient passés en Papouasie, donnez-nous des informations sur quel est le terrain. Le terrain d'ailleurs au sens militaire, hein, terrain diraient les militaires américains, quel est le terrain, et où on voit que la vision du Pacifique à ce moment-là est d'abord celle d'une nature sauvage, hostile, où les populations n'apparaissent pas. Le but à ce moment-là, c'est de pouvoir survivre dans une nature hostile, qui donnera lieu à ces deux publications, mais il y a eu beaucoup de rapports divers et variés. Survival on Land and Sea, Survival. Et ce qu'on voit d'ailleurs, donc ça c'est celui-là, le beige, c'est le premier, mais ce n'est pas l'édition première, mais c'est le premier rapport qui sort, où on récolte toutes les informations sur le Pacifique. Et le second a été publié, imprimé après. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais voilà, c'est ça la vision qu'on a, c'est jungle, desert, Arctic, ocean. Enfin, on voit des ours, des pingouins, des serpents, de la jungle, des lianes. C'est ça qu'on voit d'abord, c'est ça qui préoccupe, et c'est ça le terrain qu'on veut d'abord étudier. Et puis après, quand les Américains arrivent effectivement sur le terrain, ils s'aperçoivent qu'il y a des populations, et les populations commencent à apparaître. Aux Philippines, par exemple, toujours dans une vision stratégique, on voit que les populations locales, finalement, vont aider à la survie, peuvent cacher des soldats américains, les aider, les soigner, etc. Donc les populations commencent à émerger, en particulier aux Philippines, en Indonésie. Et puis un peu plus tard, dans le courant de la guerre, on va réfléchir à la question des populations dont on va occuper le pays, à commencer par le Japon, bien évidemment. Ce qui va donner lieu à la commande par le gouvernement américain à l'anthropologue Ruth Benedict, son étude qui est devenue un ouvrage bien sûr très, très connu sur le chrysanthème, le sabre et le chrysanthème,
Et là, bon, comme vous savez, Ruth Benedict a fait cette enquête aux États-Unis, sans mettre les pieds au Japon. Et qui va être l'ouverture de tout un autre pan de Area Studies. Ça, c'est un exemple connu, d'ailleurs, de l'anthropologie au service d'une nation en guerre. Et il y en aura d'autres exemples, hein, celui de Ruth Benedict. Il faut d'ailleurs savoir que Roosevelt était entouré d'un comité d'experts qui était fait d'anthropologues, qui était composé essentiellement d'anthropologues. C'est assez intéressant quand on sait que Wilson, au moment où il va à Paris en 1919 pour les négociations après la Première Guerre mondiale, s'entoure d'un comité qui est fait de géographes avant tout et qui va étudier d'abord les territoires européens. Ça, c'est assez intéressant, ce basculement, mais c'est un peu anecdotique. Donc, en tout cas, cette mise au service du gouvernement en guerre de l'expertise anthropologique va être le fondement de ce début des ères et qui va être développé plus systématiquement avec la guerre froide. En effet. Et surtout, ce qui va se passer dans les années 50, c'est qu'on va passer du cercle de l'expertise entre le gouvernement et les universitaires ou les experts à l'idée qu'il faut développer ces savoirs dans les universités. Et à ce moment-là, on voit effectivement un certain nombre de rapports qui sortent dans la fin des années 40 sur la nécessité de développer ce qu'on pourrait appeler des area studies. Le terme est proposé à ce moment-là. Donc, on voit là le glissement qui va s'opérer entre les études orientales et africaines vers les aires, les area studies, qu'on va appeler à ce moment en France les aires culturelles. Dans ce glissement, il y a donc un changement dans ces deux, entre l'héritage européen et l'héritage américain. Bien évidemment, il y a le grand changement, c'est l'utilité militaire immédiate, je crois que je l'ai assez souligné pour les États-Unis, et puis ensuite l'utilité géostratégique dans le contexte de la guerre froide. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que le gouvernement américain, dans cette création, encouragement, développement des aires, va se distancier par rapport au répertoire impérial européen, parce que c'était quand même ça le fondement, comme on le sait. Au début de la guerre du Pacifique, l'armée américaine va s'appuyer sur l'expertise orientaliste britannique, notamment dans toute l'Asie du Sud, mais très rapidement va constituer son propre répertoire et va proposer un découpage du monde en aires qui, au final, sera très différent de la géographie coloniale. On n'a plus la même cartographie. Le répertoire en aires va s'inspirer de l'idée des continents, bien sûr, mais les découpe de manière nouvelle. Il y aura des créations tout à fait nouvelles, comme l'Asie du Sud-Est, par exemple. On va redécouper l'Amérique latine, on va redécouper l'Afrique, etc. Et on va former une nomenclature cartographique qui va ensuite servir à l'ONU, qui va ensuite servir à toutes les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, etc., en créant des régions du monde, des World Regions, qui vont servir de cadre de réflexion et de cadre d'action, alors d'abord dans le domaine sécuritaire, mais ensuite, plus tard, dans le domaine du développement. Et ces catégories-là vont toujours être utilisées. Donc, fondamentalement, il y a un glissement, mais bien sûr, ce dont je parle au départ, c'est-à-dire le partage entre généralisme et air, reste inchangé. Au fond, on a toujours cette espèce d'organisation où, en gros, là, on a les aires, et puis à côté, on a les lieux, en bleu clair, on a les lieux de production du savoir général. Et puis, il y a les études de cas, les notes en pas de page, enfin tout ça, qui sont au milieu. Et ce partage va plutôt être renforcé avec la démocratisation de l'université et le très fort développement des sciences sociales à partir des années 50, où, au fond, on a un partage qui est renforcé simplement par les modes de production du savoir des sciences sociales. Les lieux de production des sciences sociales, ce sera d'abord l'Amérique du Nord, ou disons le monde anglo-saxon, et l'Europe. Et puis l'ailleurs, c'est le terrain. Quand bien même, et on l'a déjà dit, le terrain en question produit ses propres sciences sociales. Et je pense à nouveau au Japon, où même avant les années 40, il y a eu des sciences sociales qui se sont développées, mais de fait, le Japon était totalement inaudible, ils écrivent en japonais, on ne comprend rien. Mais ils ont, bien sûr, il y avait néanmoins des sciences sociales produites ailleurs.
Alors, la fin de la guerre froide, et je vais m'approcher de la conclusion, la fin de la guerre froide et plus encore la nouvelle globalisation vont affaiblir l'idée de Area Studies. Alors, je l'ai dit pour des raisons géostratégiques aux États-Unis, il n'y a plus l'URSS, on n'en a plus besoin, mais aussi cette nouvelle globalisation qui semble découler de la fin de la guerre froide, mais qui l'a peut-être provoqué la fin de la guerre froide, c'est un autre débat. Cette nouvelle globalisation va peut-être aussi renforcer l'idée qu'il suffit d'avoir des outils conceptuels universels pour tout comprendre dans le temps et l'espace. Vous allez en Chine, vous n'avez pas besoin de parler chinois, il suffit d'avoir lu Lévi-Strauss, vous étudiez dans des siècles passés l'urbanisme maya, c'est pas la peine de connaître l'histoire, ni des langues, ni rien, il suffit d'avoir lu Manuel Castel. Enfin, cette espèce d'idée qu'il suffit d'avoir les concepts pour tout comprendre a plutôt tendance à se renforcer avec le mouvement de la globalisation. Ceci dit, il y a quand même des courants en parallèle qui ont remis en cause ce partage. D'abord, bien avant la fin de la guerre froide, il y a eu un débat sur la pertinence des disciplines elles-mêmes, sur leur compartimentalisation de plus en plus fine. Là, je renvoie à des débats que je pense tout le monde connaît sur le transdisciplinaire, l'interdisciplinaire, le multidisciplinaire, etc. Ça remonte à plusieurs décennies maintenant. Et puis, on a aussi revu les aires déjà. Enfin, on pose la question aujourd'hui, mais en fait, elles ont déjà été revues dans un paysage plus déconstructiviste et plus déconstruit. Alors, elles sont, on l'a entendu aussi, parfois accusées d'être des foyers de culturalisme, de particularisme, etc. Mais on a vu aussi qu'elles sont des outils, pas toujours bien utilisés, de ces dits savoirs transdisciplinaires, multidisciplinaires, etc. Donc, il y a déjà cet effet-là de la déconstruction. Par ailleurs, dans ce même mouvement de déconstruction, on voit qu'on n'a pas besoin de cantonner toujours les aires au non-Occident. Enfin, la question également a été soulevée déjà, donc je n'ai pas besoin de développer, mais très clairement, l'ère européenne est apparue comme une ère, l'ère nord-américaine, etc. Et finalement, on comprend que les aires, ce sont aussi avant tout une démarche. L'idée d'aire, c'est une démarche, c'est une approche, c'est une méthode qui valorise la complexité, qui valorise les chronologies multiples, qui valorise bien évidemment les sources primaires, ça a été dit. Bref, toute cette réflexion-là, je pense, est déjà en marche. Ce que je voudrais dire comme tout dernier mot, c'est que je pense que ce qu'on a soulevé comme question, au fond, pointe du doigt des pratiques qui sont quand même déjà émergentes et que certains de nous connaissent. Je pense en revanche quelque chose de plus nouveau et qui pose une grosse question, qui est le courant plus récent auquel je faisais allusion au tout début avec mon siècle de l'humiliation, c'est le fait de revenir sur le standard de civilisation. Alors, cette réflexion-là, sur le standard de civilisation, j'ai participé à un colloque à Londres il y a un an là-dessus, ce que je vois, c'est que la réflexion peut être alimentée de diverses façons. Il peut y avoir une revendication d'alternatives universelles. Les Occidentaux n'ont pas le monopole de l'universel, mais couplée justement à une sorte de revanche sur le siècle de l'humiliation. Et là, je ne parle pas que de la Chine. Les Chinois ont, par exemple, cette idée qu'il existe une école chinoise de relations internationales, mais je crois comprendre en Amérique latine aussi, il y a tout un mouvement des sciences sociales locales qui sont parfois teintées d'un agenda nationaliste, et c'est peut-être le seul point sur lequel j'étais d'accord avec Michel Viborca. Mais pas uniquement. Je crois qu'il y a beaucoup plus profondément et de façon beaucoup plus intéressante le constat d'un décalage entre le répertoire des sciences sociales et humaines héritées donc d'Europe et d'Amérique du Nord, et puis la réalité sur le terrain. Et là, je ne parle bien sûr pas du terrain des moustiques et tout ça, mais du vrai terrain avec ses trajectoires historiques propres, ses formulations de l'universel différentes, qui, encore une fois, ne remettent pas en cause l'idée d'universel. Ça ne remet pas en cause l'idée d'universel, bien entendu, mais ça laisse avoir le caractère fondamentalement pluriel de l'universel.
Et là, je pense que pour nous qui sommes impliqués dans la production et la transmission du savoir, il y a là un défi passionnant, extrêmement intéressant de repenser l'universel dans sa pluralité, qui est loin d'être d'ailleurs un seul exercice intellectuel. C'est-à-dire que tout comme le standard de civilisation autrefois recouvrait des tas de dimensions philosophiques, juridiques, politiques, culturelles, esthétiques, morales, etc., je pense que repenser l'universel dans sa pluralité implique toutes ces dimensions, et je crois que nous avons là une tâche absolument intéressante. Il y a du pain sur la planche, et je crois que d'ailleurs c'est l'heure du pain. Merci. Alors, vu depuis mon Amérique latine, j'ai le sentiment que les États-Unis ont conceptualisé plus tôt la notion d'aire culturelle. Déjà à l'époque de McKinley ou à celle de Theodore Roosevelt, on réfléchit sur les pays qui sont, enfin, sur l'arrière-cour latino-américaine. Et en 2011, quand on a fêté le centenaire de la découverte du Machu Picchu, on a mis en évidence, en tout cas les Péruviens l'ont vraiment ont voulu mettre en évidence, le fait que l'université de Yale et notamment Hiram Bingham voulaient en fait donner des Romains aux États-Unis. Les États-Unis avaient déjà des Grecs avec les Mayas, mais il fallait en quelque sorte aux États-Unis s'annexer à un passé impérial qui pouvait être presque une matrice de leur présent. Et donc en 2011, on a eu toute une série de réflexions au Pérou, justement sur cette géopolitique culturelle non innocente. Voilà. J'avais une deuxième remarque, si personne ne pose de questions. Pour revenir à Adolphe Bastian, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais la notion d'aire culturelle dans son esprit était réservée aux peuples non européens. Pour les Européens, il parlait de folklore et non pas d'aire culturelle. Donc ça recoupe cette carte des Area Studies où les États-Unis et Europe ne sont pas inclus. Jean-Michel, non. Jacques Potier. Pour revenir sur ta première intervention, ce que tu dis à propos du Machu Picchu de Hiram Bingham prouve tout simplement que, à mon avis, la question des aires culturelles est liée à la question de l'américanité pour les Américains. C'est-à-dire qu'il y a une aire culturelle qui les intéresse au premier chef, pour le coup, c'est la leur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des American Studies, alors qu'il n'y a pas de French Studies ou ce que vous voudrez. Si, enfin bon. C'est fait par les autres. Si, ça existe, French Studies. Oui, mais nous, il n'y a pas de French Studies par les Français, alors qu'il y a des American Studies par les Américains. C'est important de... Alors, pardon. Non, c'est vrai que les Français disent qu'il n'y a pas French Studies. D'abord, ça existe, à Oxford, par exemple. C'est vu par les autres. Et il y a la francophonie, qui est très ambiguë dans sa formulation et qui englobe la France en tant que civilisation qui se veut universelle et qui parle quand même beaucoup de la France. On parlera de la francophonie vendredi d'ailleurs. Il y a une intervention prévue vendredi, puisque si on prend l'expression aire culturelle au sens strict, si je puis dire, ça a du sens en effet d'évoquer cette question. Mais aujourd'hui, par exemple, la lusophonie, c'est non moins dynamique, avec beaucoup de choses importantes. Et Jacques Attali vient de sortir un rapport sur la francophonie qui est extrêmement important pour analyser aussi cette question. Mais je voulais juste rebondir sur cette question des antiquités, puisqu'elle est revenue 2 ou 3 fois sans être vraiment approfondie, et qui je pense, est importante, puisque peut-être que chaque ère se fabrique son antiquité, et qu'il y a là une piste intéressante de réflexion, et que par ailleurs, ça renvoie aussi à quelque chose qui était présent dans l'exposé de Caroline Postelvinet, c'est-à-dire la question de la datation. On vient de voir là que cette fin du 19e siècle est un moment clé.
On a vu tout à l'heure avec Jacques Legrand qu'on pouvait même remonter à la préhistoire pour le concept. Et je pense que la question de Rome est très importante, et le phénomène impérial est quelque chose de très important. Il y a une forme de subjectivité de notre part, en tant que post-coloniaux, si je puis dire, à voir le colonialisme comme un phénomène historique unique. Et la question de l'impérialisme en tant que tel est dénotée de connotations péjoratives ou positives, mais l'impérialisme en tant que tel est intéressante, puisque d'une certaine façon, en 50 avant Jésus-Christ, la guerre des Gaules, c'est un traité d'Area Studies dans son genre, et que, évidemment, chacun sait que dans la littérature grecque, il y a toujours cette distinction entre le « eux » et le « nous », et la notion même de barbare est très importante. Donc il y a là aussi quelque chose d'assez permanent quand même dans cette question de la distinction d'autrui, qui mène fatalement à des formes d'area studies d'une manière ou d'une autre, même si c'est sous des formes, disons, préhistoriques, si on peut dire. Et donc la question à la fois de la définition, non pas seulement de son propre passé, mais de son antiquité, je crois, est très importante, d'une part. Et d'autre part, puisqu'on parle d'antiquité, le phénomène impérial, et Rome en particulier, est peut-être quelque chose que nous devons avoir à l'esprit. Oui, au fond, tous les savoirs ont toujours existé. Et ensuite, enfin, je vais pousser trop loin, mais comme je me base sur le fait qu'il est tard et qu'on peut... Bref, mais c'est une question d'emballage, et peut-être que je suis aussi déformée par ma formation sciences politiques, mais il y a aussi une relation pouvoir-savoir dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui intervient complètement là dans cette réflexion. D'abord, tous les savoirs ont existé, ensuite ils se réfèrent à évidemment une période, et ensuite en fonction de cette période on va les présenter, les encadrer d'une certaine manière, et puis ensuite il y a des rapports de domination, il y a des relations de pouvoir qui font que il y aura certaines dénominations et certaines vocations attribuées à certains savoirs. Mais enfin, je pense que cet exemple du colonialisme est parfait pour représenter ce... Je crois que c'est la fin qui se Oui, fait impérieuse. la fin, AIM Voilà. et FIM. Merci beaucoup, Caroline. Merci.